Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, à la suite de la vidéo que nous avons fait sur le tour de marché, vous savez qu'on essaie toujours de répondre à cette question. Est-ce qu'il va y avoir un crack cet automne? Suivant l'adage, toujours en octobre, jamais le dimanche. Voilà. Et donc, vous avez tous vu qu'il y avait un crack obligataire en cours. Et donc, notre question, c'est est-ce que le crack obligataire va se transformer en crack action? C'est ce à quoi on va essayer de répondre aussi aujourd'hui pour les États-Unis, qui est le marché directeur. Bon. Et donc, on s'intéresse forcément à la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, qui a provoqué le crack obligataire. Et donc, vous savez que la Réserve fédérale américaine, elle a trois objectifs. Assurer le plein emploi, maintenir des taux d'intérêt à long terme modérés et assurer la stabilité des prix. Et vous voyez que on peut dire que c'est le troisième point qu'elle vise aujourd'hui, c'est assurer la stabilité des prix, parce qu'il y a une inflation qui s'est mise dans la machine économique américaine et elle veut casser cette spirale inflationniste. Et donc, pour retrouver des taux d'intérêt modérés à long terme, elle mène cette action au détriment, à court terme, du plein emploi. Voilà. Voilà un peu sa stratégie. Et donc, si on regarde l'évolution des taux d'intérêt de la Fed depuis 22 ans, depuis le début du millénaire, eh bien, vous voyez qu'on peut remarquer deux choses. D'une part, on a été beaucoup plus haut. En 2000, on était à 7%. Aujourd'hui, on est un peu au-dessus de 3%. Donc, il y a encore une large marge de progression. En revanche, on n'a quasiment jamais été aussi rapidement à la hausse. Si vous comparez la hausse des taux de refinancement de la Fed aujourd'hui à ce qu'elle était par exemple en 2017, 2016, 2017, vous voyez qu'on a été beaucoup plus vite. Et même si vous comparez à la hausse des taux de 2007, 2005, 2006, 2007, là aussi on a été beaucoup plus rapide. Voilà, on a été moins haut, d'une manière beaucoup plus brutale. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que chaque fois, ou presque chaque fois, que la Fed monte ses taux de manière très significative, comme elle vient de le faire, c'est suivi d'une récession. On vous a mis ici, depuis 1960, en grisé, vous avez des récessions. Et vous voyez qu'à chaque fois que les taux montent brutalement, presque toujours, il y a une récession. Alors, d'abord, cette récession est de plus ou moins grande ampleur, comme vous pouvez le voir. Et d'autre part, il n'y a pas toujours eu une récession. On vous donne deux exemples. Ici, dans les années 80, vous avez deux très fortes hausses de taux. Vous voyez, ces espèces d'épingles, eh bien, elles ne sont pas suivies de récession. Et dans les années 90, vous avez une hausse des taux moins brutale, mais quand même d'une bonne ampleur et qui dure, qui ne débouche pas non plus sur une récession. Bon, donc on ne peut pas dire toujours. Voilà, on peut dire presque toujours. Bon, alors, cette hausse des taux, elle a été très brutale et les Américains ont tout de suite anticipé qu'elle déboucherait sur une augmentation du taux de chômage. Vous avez ici les prévisions du très bon organisme qui est l'organisme de l'immobilier des constructeurs américains, constructeurs immobiliers, qui s'appelle le NAHB. Et vous voyez, vous avez l'évolution de l'emploi depuis 1979. Donc quand ils avaient des petits carrés bleus à la hausse, ça veut dire que voilà, on crée des emplois, et quand ils sont à la baisse, ça veut dire que le chômage augmente. Bon, et donc vous voyez, vous avez une ligne rouge qui est aujourd'hui. Et donc, ce que cet organisme prévoit, c'est ce que prévoient généralement tous les économistes américains, à la fois dans les grandes banques, mais également dans les grandes entreprises, c'est qu'on va avoir encore un peu de création d'emplois, mais très rapidement, d'ici 2-3 mois, on va commencer à avoir une augmentation du taux de chômage, et c'est précisément ce que vise la Fed, puisqu'elle veut ralentir l'économie, donc augmenter le chômage pour faire baisser la pression sur les salaires et faire baisser la demande, c'est-à-dire la consommation. Voilà. Si on regarde maintenant, ce qui est encore plus instructif, plus fort, c'est l'indice NAHB Housing Market, qui est, si vous voulez, l'indicateur avancé du secteur de la construction et de l'immobilier du bâtiment aux États-Unis. Eh bien, vous voyez qu'il a bien retracé. Alors, on vous a mis une définition de cet indice en dessous, pour ceux que ça intéresse. Et si on va regarder cet indice plus dans le détail, vous voyez qu'en janvier de cette année, on était à 83 et qu'en septembre, on est à 46. Alors, autant vous dire qu'un retracement de cette ampleur sur une durée aussi courte, c'est assez rare. Hein. Et vous avez ici le détail, alors les trois dernières lignes par segment. Alors, le premier segment, c'est Single Family Sales, c'est-à-dire c'est les ventes de maisons individuelles. Vous voyez qu'on passe de 89 à 54. Donc ça, c'est vraiment le présent.
les maisons qu'on vend. Ensuite, vous avez les maisons, la vente de maisons individuelles, les prévisions pour les 6 prochains mois. Là, on passe de 82 à 46. Donc ça veut dire qu'on ralentit aujourd'hui, mais que tout le monde prévoit, tous les industries, tous les acteurs du secteur prévoient un ralentissement nettement plus sévère pour les 6 prochains mois. Et surtout, vous avez le traffic of prospective buyers, c'est-à-dire les prospects, ceux qui veulent acheter des maisons. Eh bien, vous voyez qu'ils étaient, l'indice était à 69 et qu'aujourd'hui on est à 31. Donc ça, c'est vraiment un effondrement. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup moins de gens qui sont à la recherche d'une maison aujourd'hui. Voilà, parce que tout le monde s'attend à une baisse des prix, forcément. Voilà. Et alors, si on se regarde de Sirius, c'est toujours intéressant de regarder de loin cet indice qui est très important parce qu'il impacte toute l'économie américaine. Vous savez que la maison américaine, c'est le cœur du rêve américain. Tout le monde veut acheter la plus belle maison possible dans sa vie. Et ça constitue une partie très importante du patrimoine des Américains. Donc, quand le prix baisse, le patrimoine des Américains est affecté. Et donc, ça aussi, c'est un facteur de ralentissement de l'activité. Et vous voyez, ce qu'il faut regarder, c'est la ligne en bleu qui est la plus intéressante, c'est-à-dire l'indice lui-même. Eh bien, vous voyez que le retracement est considérable et il est aussi important en ampleur que le retracement de la crise du Covid. Pas encore aussi important que celui de la crise de 2008, mais peut-être 60% de celui de la crise de 2008. Donc ça veut dire qu'à la fois en termes d'anticipation sur l'emploi, mais encore plus d'anticipation sur le marché de l'immobilier, du bâtiment, de la construction, eh bien la Réserve fédérale, elle a déjà marqué. Voilà. On peut dire qu'elle a déjà fait le job. Pas sûr qu'il faille qu'elle en fasse beaucoup plus. Bon. D'autant plus, si vous voulez, que les conséquences également au niveau des biens industriels, vous savez, qui ont été à l'origine de cette forte inflation, eh bien, on note qu'il y a là aussi une baisse des prix. Alors, on vous a mis les principaux biens industriels, donc les principales matières premières, c'est-à-dire le gaz naturel. Alors là, voilà, c'est un des rares qui ne baisse pas à cause des problématiques géopolitiques très spécifiques. Mais si on regarde le prix du pétrole, voilà, il est en train de sérieusement corriger. On était à $120, on est à $85. Le prix du cuivre, on passe de quasiment 11 000 à un peu moins de 8 000 $. Le prix du nickel, bon, on avait fait une pointe à 45 000, on est à 24 000. Le prix de l'acier, on était à 2 000, on est à 800. Le prix de l'aluminium, on était quasiment à 3 000, on est à 1 750. Le prix du coton, on était à 1 400, on est à moins de 1 000. C'est vraiment des retracements très importants. Donc, si vous voulez, ça va entrer à la baisse dans l'indice des prix un an après. Donc, vous voyez, ces baisses commencent à peu près au cours de l'été 2022. Donc ça veut dire qu'à partir du deuxième semestre de l'année prochaine, on va commencer à avoir des sérieux retracements au niveau également de l'inflation. Bon. En revanche, pour les matières premières agricoles, on n'a pas exactement le même phénomène. On vous a mis le prix du blé qui a bien retracé, mais il était monté à des niveaux stratosphériques. Donc même après ce retracement sur la longue route, vous voyez qu'il reste même à des cours assez élevés. Le prix du café, lui, il bouge quasiment pas. Le prix du maïs non plus, même s'il y a des légers retracements. Le prix du sucre non plus. Donc, on peut dire que voilà, les matières premières agricoles résistent. Bon, on a regardé un petit peu le phénomène, c'est un peu spécifique, si vous voulez. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement avec la reprise post-Covid et le fait que tout le monde avait mis ses stocks quasiment à zéro. Et vous savez, ce fameux double effet, je dois répondre à la reprise et je dois reconstituer mes stocks. Ce qui fait que les gens qui produisent, la terre, un champ, il va pas tout à coup doubler sa production. Bon, eh ben, ils ont été un peu pris de court pour toute une série de matières premières agricoles. Et voyant ça, l'ensemble des acteurs de l'industrie agroalimentaire, ils ont été encore plus volontaires pour acheter parce qu'ils voulaient absolument, ils avaient peur de manquer et de plus pouvoir produire. Donc ça crée un peu des effets d'entonnoir. Donc ça va mettre probablement un petit peu plus de temps à se calmer. Ça va faire que l'inflation va baisser, mais peut-être un peu moins vite, voilà, qu'elle ne l'aurait fait dans des conditions normales. Alors ceci dit, on vous a mis ici les prévisions de l'indice des prix, toujours de ce fameux organisme que nous aimons beaucoup parce qu'on le trouve très solide, très les pieds sur terre, très rationnel, le NAHB, et vous voyez toujours la ligne en rouge qui est aujourd'hui. Vous voyez qu'on est sur un pic d'inflation. Alors en bleu, vous avez l'indice des prix, en rouge, vous avez le corps PCE, c'est-à-dire l'inflation sans justement les biens alimentaires et les biens énergétiques.
Et vous voyez que cet organisme prévoit que voilà, on rentre d'ores et déjà dans une période de baisse de l'inflation et qu'on devrait, dès 2023-24, revenir à un taux d'inflation normalisé. En plus, donc voilà, on peut dire la Fed, elle a fait le job, voilà, parce que elle a fait bouger toutes les anticipations long terme dans le sens qu'elle souhaitait. Si on regarde maintenant l'évolution de l'obligation à 10 ans américaine, voilà, on a mis la droite de régression, vous trouvez sur Citiboo. Vous savez, sur Citiboo, vous avez une droite de régression sur quasiment tout. C'est extrêmement instructif. Alors, vous avez une droite de régression baissière parce que les taux ont baissé depuis 40 ans. Bon, voilà, si on mettait ça, non pas sur 40 ans, mais sur 100 ans, on n'a pas le graphique, on aurait une ligne quasiment droite. Voilà. Mais si on prend donc depuis 1900, début des années 90, eh bien, vous voyez qu'on a fait un retassement extraordinaire parce qu'on est passé quasiment de moins 4 écart type à quasiment plus 3 écarts type. Donc ça, on voit quasiment jamais ça en bourse. C'est une des bâcles obligataires d'anthologie. Hein. C'est vraiment incroyable. Il faut dire que on était allé à un niveau de sous-évaluation des taux ou de surévaluation des obligations, si vous voulez, absolument extraordinaire. 4 écarts type, voilà, c'est extraordinaire. Et donc, la réplique est à l'ampleur de cette sous-évaluation ou surévaluation, suivant la manière dont on prend les choses. Bon. Si on regarde en valeur absolue, non plus en valeur relative, en valeur absolue, non plus en volatilité, eh bien, vous avez ici l'obligation d'État à 10 ans. Vous voyez que on est 3,80, enfin 3,78. On est proche, on est quasiment revenu, si vous voulez, dans la moyenne longue. On s'est normalisé, voilà. On est même un tout petit peu haut par rapport aux 10-15 dernières années. Et si on prend le 20 ans, alors c'est encore plus vrai, puisqu'on est quasiment à 4%, 3,94. C'est-à-dire que là, on est quasiment revenu, même au niveau des années, du début des années 2000. Hein. Donc voilà, on peut dire que là aussi, la Fed a réussi sa normalisation. À la fois dans les anticipations, elle aboutit à une réduction de l'activité de l'économie, et sur le niveau en valeur absolue des taux longs, elle a abouti à une normalisation. Et donc, le sentiment qui se dégage pour nous chez Hibou, et là on reprend ces fameux graphiques de la NAHB, eh bien, vous voyez que ce que prévoit la NAHB, c'est une stabilisation plutôt à la baisse, à la fois des taux à 30 ans, mais les taux à 30 ans parce que souvent quand les Américains empruntent pour acheter l'immobilier, ils empruntent à 30 ans. Donc à la fois les taux à 30 ans, les taux à 10 ans et les Fed Funds, voilà, une stabilisation, en tous les cas des taux obligataires avec une légère baisse. Donc à la fois sur l'inflation, mais également sur les taux, on a l'impression que le pire est passé. Et bon, la seule chose, c'est que l'organisme prévoit, si vous voulez, que les taux courts américains, les taux de la Réserve fédérale, devraient casser à la hausse les taux à 10 ans. Nous, on n'est pas tout à fait sûr de ça. C'est ce que prévoit le marché. Là, il pourrait y avoir des bonnes surprises parce que justement, beaucoup de l'action de la Fed est déjà dans l'économie, même si ça se voit pas dans l'immédiat, c'est déjà dans les anticipations. Et donc, on n'est pas sûr que la Fed soit obligée de monter ses taux courts plus haut que les taux à 10 ans pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire. Il est possible, et ce serait vraiment une très bonne surprise pour les marchés, qu'elle s'arrête un petit peu avant. Et ce qu'on peut voir, c'est si on regarde les taux américains par échéance, c'est on voit bien que le marché, il a confiance dans le fait que la Fed, elle va réussir à calmer l'inflation, puisque vous voyez, si on prend les taux à 2 ans, on est à 4,37%, et si on prend les taux à 10 ans, on est à 3,73%. Donc vous avez une inversion de la pente des taux. Hein, généralement, plus c'est court, moins c'est cher. Quand vous empruntez à 2 ans, vous empruntez moins cher que si vous empruntez à 10 ans. Bien là, c'est l'inverse. Ça veut dire que, justement, les marchés pensent que les taux courts vont monter au-delà de 4%, et donc ils mettent les taux à 2 ans à 4,37, mais ils pensent que, à long terme, la Fed va casser l'inflation, et donc ils mettent les taux longs à 3,73, nettement en dessous des taux à 2 ans. Voilà, ça aussi, c'est pour Hibou un signe assez favorable. Ça veut dire que le job a été fait. Et dernier point qu'on voudrait évoquer, c'est le dollar. Donc on vous a mis ici, vous avez une grande pente baissière du dollar qui a commencé avec les crises de 2008, pardon, baissière de l'euro, c'est euro contre dollar. Et on l'avait cassé, et nous on pensait que c'était une cassure un peu définitive à la sortie de la crise du Covid. Voilà, eh bien on a totalement retracé et on est revenu
dans sa pente baissière, et on est quasiment revenu au plus bas, hein, quasiment à 1,96. C'est quasiment le plus bas de l'euro contre le dollar depuis la création de l'euro. Et donc là aussi, on pense chez Hibou que c'est un point bas. Voilà. On pense que la tendance long terme, c'est plutôt une dévalorisation du dollar pour des raisons structurelles qu'on a souvent évoquées ici. Mais voilà, à court terme, on a fait ce retracement qui est pas très favorable pour l'économie américaine et qui doit faire penser à la Fed aussi qu'il ne faut pas qu'elle aille trop loin, parce qu'il ne faut pas que le dollar monte trop, hein, parce que l'Amérique a besoin d'un peu exporter. Ça peut mettre en danger l'industrie aéronautique, etc. Bon. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Alors si on regarde la bourse, on vous a mis ici le Standard & Poor's 500, vous savez, on en avait parlé dans le tour des marchés. Eh bien, il a encore baissé depuis notre vidéo sur le tour des marchés. Vous savez, une vidéo, on les sort à peu près une semaine après l'avoir réalisé. Et donc là, on est entre la droite de régression et un écart type. On va faire un zoom. Vous voyez, on a bien retracé. On se rapproche de la droite de régression. Donc là aussi, il y a une belle, on était quasiment à 2 écarts types, hein. Donc là aussi, on a bien consolidé. Alors, on fait dans l'ordre. On revient, là, on se normalise. Voilà, vous savez, c'est la thèse de Hibou depuis très longtemps. Maintenant, on disait, il va y avoir une débâcle obligataire. Voilà, elle a eu lieu. Et il va y avoir une normalisation de l'ensemble des conditions de marché. Et c'est en cours. Voilà. Alors, pour l'instant, on a raison. Ça ne veut pas dire qu'on aura raison demain, parce qu'il ne faudrait pas que la débâcle obligataire s'amplifie et génère un crack action. Ça, c'est toujours possible. Mais comme on vous l'a expliqué là dans cette vidéo, tous les éléments vont dans un sens différent. Alors, en conclusion, ce que nous pensons chez Hibou, c'est que l'essentiel de la baisse des dollars, l'essentiel de la hausse des taux longs est probablement réalisé. Parallèlement à ça, on est bien conscient qu'il reste une marge de baisse sur les actions américaines, puisque le Standard & Poor's 500 n'est pas revenu sur sa droite de régression, et l'idéal serait qu'il aille un petit peu en dessous. Ce qu'on pense, c'est qu'au vu des éléments qui sont déjà dans le marché, hein, et rappelez-vous, on avait parlé du VIX, hein, également l'indice de la peur, il y avait également déjà beaucoup de peur dans le marché, eh bien on pense que ce retracement final devrait se faire dans l'ordre. Comment est-ce qu'il devrait se faire? Eh bien, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer quand, paradoxalement, quand la débâcle obligataire va se terminer? Eh bien, à ce moment-là, les grands fonds de pension pourront commencer à vendre leurs actions pour acheter des obligations. Tant que le prix des obligations baisse, ils n'ont pas intérêt à acheter. Quand les choses se sont stabilisées, imaginez que les obligations long terme rapportent du 4%, bon, les grands fonds de pension, ils ont intérêt à vendre un peu d'actions pour aller se prendre des rendements sûrs à 10 ans, 15 ans, à 4%. Voilà. Donc ça devrait engendrer une continuation de la baisse, mais dans l'ordre. Voilà. Ou en tout cas un plafonnement de la reprise. Donc voilà, c'est ça que l'on voit. Donc on ne pense pas, si vous voulez, chez Hibou, notre thèse centrale, c'est qu'il n'y aura pas de crack en octobre, parce que beaucoup d'éléments sont déjà anticipés par les marchés. Mais évidemment, on n'en est pas sûr à 100%, parce que vous savez, une débâcle, ça peut toujours continuer, se transformer, s'amplifier. Mais disons que tous les éléments rationnels vont pas dans ce sens-là. Au contraire, ils vont vers une stabilisation, une normalisation. Et donc, c'est notre thèse centrale chez Hibou. Voilà. À très bientôt avec l'équipe Hibou.